Bonjour, je suis Nathalie Bayon-Wirtz. Je suis maître de conférence à l'Université de Reims et je vous présente aujourd'hui un thème en rapport avec la profession notariale, à savoir le notaire et l'assistance médicale à la procréation. Ces 15 dernières années, les diverses lois de simplification et de modernisation du droit des personnes et de la famille ont étendu le champ de la contractualisation des rapports familiaux et de la déjudiciarisation du contentieux. De nouvelles manifestations de volonté ont été favorisées par le recours au contrat. Corrélativement, le juge, qui était autrefois très présent pour assurer un droit de regard et de décision sur les affaires familiales, est mis en retrait, voire effacé sous l'action de déjudiciarisation ponctuelle ou partielle, qui restreignent le champ de son intervention judiciaire au seul contentieux. Ce rapport de complémentarité entre ces deux phénomènes, contractualisation, déjudiciarisation, interpelle, car il conduit d'une part à une reconfiguration du droit substantiel de la famille par le biais du droit processuel, et d'autre part à un déplacement du champ d'intervention des acteurs du droit, au premier rang le notaire. En effet, ce dernier tire doublement avantage des réformes récentes, même si elles l'obligent à assumer de nouvelles pratiques et responsabilités. Cette évolution s'est récemment poursuivie dans le champ de la bioéthique, avec la loi du 23 mars 2019, qui a confié au notaire la mission qu'il partageait jusque-là avec le juge, de recueillir le consentement du couple à l'assistance médicale à la procréation, avec tiers donneur. Cette modification est intervenue alors même que la révision de la loi de bioéthique actuellement en discussion au Parlement modifie déjà significativement les dispositions relatives à la procréation exogène. La proposition d'élargir les conditions d'accès à l'AMP qu'elle contient, outre ses conséquences sur le droit de la filiation, a des incidences majeures sur la pratique notariale. Et donc c'est ce que nous verrons dans ces deux temps. Un premier temps finalement sur l'apport de la loi du 23 mars 2019 s'agissant du consentement devant notaire à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, et dans un second temps les apports du projet de loi bioéthique quant aux nouvelles compétences du notaire. Tout d'abord, donc la loi du 23 mars 2019 a donné une compétence exclusive au notaire pour recueillir le consentement du couple ayant eu recours à une AMP avec tiers donneur. Entièrement, le couple composé d'un homme et d'une femme, mariés ou non, recourant à cette technique, devait préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, son consentement au juge ou à un notaire. Le juge ou le notaire informait alors le couple des conséquences de son acte au regard de la filiation de l'enfant ainsi conçu. Depuis le 25 mars 2019, date d'entrée en vigueur de la loi, le notaire est désormais seul compétent pour recueillir ce consentement et fournir les informations requises. Par ailleurs, cette même loi du 23 mars 2019 a attribué au notaire une compétence exclusive pour recueillir le consentement du couple ayant recours à une AMP avec accueil d'embryons, qui était auparavant subordonné à une décision de l'autorité judiciaire. Ces mesures de déjudiciarisation sont, selon l'étude d'impact qui précède la réforme de 2019, censées générer pour les services judiciaires une économie d'environ 2000 procédures par an. Nombre qui aurait d'ailleurs vocation à augmenter à l'issue de la révision des lois bioéthiques dès lors que l'AMP serait ouverte aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Le Conseil supérieur du notariat a également mené une enquête en octobre 2019 et interrogé les études notariales sur le nombre d'actes reçus de consentement à l'AMP exogène et d'actes de consentement de don d'embryons. La tendance annuelle pour l'année 2019 a été de 500 à 1000 actes de consentement à l'AMP et de 30 à 60 actes de consentement à l'accueil d'embryons. Ces chiffres seront à confirmer
lors des futures enquêtes annuelles menées par la profession sur ces actes, sachant qu'une augmentation significative de leur nombre est attendue, dans la mesure où le notaire est désormais seul compétent. Au-delà de ces chiffres, qui somme toute sont relativement faibles par rapport aux actes de droit de la famille qu'un notaire établit chaque année, le rôle que ce dernier est appelé à jouer dans le cadre de l'AMP est désormais central. Plusieurs justifications peuvent être avancées. La première est sans nul doute la recherche de l'authenticité des actes publics, tirant leur autorité de la qualité de leur auteur. Hier, celle du juge, aujourd'hui celle du notaire, officier public agissant au service de la sécurité juridique. L'intervention exclusive du notaire peut également se justifier par la plus grande proximité que les intéressés peuvent avoir avec lui, plutôt qu'avec l'institution judiciaire qui, au détour des réformes de la carte judiciaire, s'est géographiquement éloigné des justiciables et surtout représente pour beaucoup le conflit ou la contestation. Enfin, le consentement recueilli par acte notarié est l'occasion pour ceux qui recourent à l'AMP d'appréhender avec le notaire de leur choix tous les aspects liés à la naissance d'un enfant et parfois d'anticiper certaines opérations comme un changement de régime matrimonial, une donation entre époux ou envisager une tutelle testamentaire. Cette contribution personnelle du notaire à la mise en œuvre de l'AMP s'accentue encore plus sous l'effet du projet de réforme des lois bioéthiques. Certes, le législateur maintient l'obligation qui pèse sur le notaire d'informer ceux qui consentent à l'AMP exogène des conséquences de leur acte au regard de la filiation, mais il accroît corrélativement son étendue. Tout d'abord, quant au destinataire de l'information, puisque l'accès à l'AMP ne sera plus seulement réservé aux couples de sexes différents, mais également ouvert aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Et quant à son objet ensuite, dans la mesure où le notaire devra aussi informer les intéressés des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité, aux données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur. S'agissant dans un second temps de ce projet de réforme bioéthique, l'ouverture de l'AMP, telle qu'elle est envisagée par le projet de loi relatif à la bioéthique, aux couples de femmes ainsi qu'aux femmes non mariées, nécessite l'adoption de dispositions nouvelles régissant la filiation et ses effets. Pour le couple composé d'un homme et d'une femme, les règles d'établissement de la filiation biologique vont continuer de s'appliquer. Il en va de même pour la femme non mariée qui établit sa maternité à l'égard de l'enfant dont elle a accouché, dans les conditions de l'article 311-25 du Code civil. Pour le couple composé de deux femmes, les rédacteurs du projet de loi de révision de la bioéthique ont consacré un mode d'établissement de la filiation sui generis. D'abord dans le projet de loi initial avec ce que l'on appelait la déclaration anticipée de volonté, puis par ce que l'on appelle désormais la reconnaissance conjointe faite par acte notarié au moment du consentement à l'AMP. Sous l'angle de la pratique notariale, ces nouvelles règles posent un certain nombre de difficultés juridiques relatives à la construction du lien de filiation entre le couple de femmes et l'enfant issu de l'AMP avec un tiers donneur. La première difficulté réside dans l'instauration d'une reconnaissance conjointe. Il était prévu, en première lecture du projet de loi, que la filiation soit établie à l'égard de chacune des femmes par la reconnaissance qu'elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement à l'AMP. Selon cette version du projet, l'acte de reconnaissance conjointe valait donc pour les deux femmes, celle qui a accouché et sa compagne. Cela impliquait une indivisibilité du lien de filiation qui rompait alors avec le principe selon lequel la mère de l'enfant est celle qui accouche.
Cet argument a été retenu par les parlementaires lors de la deuxième lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale. Le nouvel article 342-11 du Code civil prévoit désormais que la filiation est établie à l'égard de la femme qui accouche conformément au droit commun, c'est-à-dire dans les conditions de l'article 311-25, et à l'égard de l'autre femme par la reconnaissance conjointe. La deuxième difficulté résulte de l'usage du terme reconnaissance pour désigner l'acte établi conjointement par les deux femmes après avoir donné leur consentement à l'AMP. De nombreux commentateurs du projet de réforme ont d'ores et déjà souligné la confusion terminologique et les confusions de fond que cela génère avec l'acte de reconnaissance établi dans les conditions de l'article 316 du Code civil. La troisième difficulté réside dans cet équilibre fragile entre les fondements biologiques d'un côté et volontaires de l'autre de la filiation. La réforme donne beaucoup de poids à la filiation volontaire. Sans émettre un jugement de valeur sur ce point, nous soulignons le danger possible qu'un fondement uniquement volontaire est susceptible de créer, à savoir la possibilité pour un enfant d'avoir plus de deux parents juridiques, ce que l'on dénomme la pluriparenté et qui est déjà une figure connue dans d'autres pays européens. Cela a une incidence toute particulière sur le droit de la filiation, mais également de manière consécutive sur le droit des successions et des libéralités. Sur le plan pratique, la pluriparenté peut poser des difficultés que le notaire est susceptible de rencontrer après le recueil de la reconnaissance conjointe. Nous visons ici le cas d'un couple de femmes qui établirait auprès d'un notaire une reconnaissance conjointe préalablement à la réalisation d'une AMP, mais qui finalement recourrait à une assistance amicale à la procréation avec un donneur qui est connu, ce que l'on appelle l'AAP, et ce donneur pourrait souhaiter lui aussi établir sa filiation à l'égard de l'enfant une fois né. Dans ce cas, la filiation de l'enfant serait plus fragile car elle ne rentrerait pas dans le cadre légal. L'hypothèse qui vient d'être évoquée, et qui n'est pas une hypothèse d'école, est une manière de détourner la loi puisque l'on utiliserait le mécanisme mis en place juridiquement pour l'AMP pour créer un lien de filiation dans le cas tout à fait différent et hors du droit de l'AAP. Il y aurait là, sans conteste, un problème à faire produire des effets à l'acte notarié de reconnaissance conjointe pour des hypothèses qui seraient délibérément placées en dehors du cadre légal. S'agissant des conséquences sur le droit de la filiation de l'ouverture de l'AMP exogène aux femmes non mariées, elles sont à première vue moins importantes. Dans ce cas, en effet, le lien de filiation maternelle à l'égard de l'enfant s'établit dans les conditions de l'article 311-25 du Code civil. Toutefois, cette ouverture pose aussi plusieurs difficultés juridiques. L'une des difficultés est d'ordre sémantique, mais elle concerne aussi le fond du droit. Les mots femmes non mariées ne sont pas identiques aux mots femmes célibataires ou femmes seules, formule que l'on retrouve généralement dans les présentations sommaires de la réforme. Juridiquement, une femme non mariée peut en réalité avoir conclu un pax ou être en concubinage, auquel cas elle forme un couple avec l'autre partenaire ou concubin. La question se pose alors de savoir si l'AMP peut être réalisée par la femme en concubinage ou paxée, sans l'accord de son concubin ou de son partenaire. Si le projet parental est malgré tout mené seul par la femme en concubinage ou ayant conclu un pax et qu'un enfant naisse, ce dernier sera donc inséré au sein d'un couple sur décision unilatérale de la femme, sans rattachement possible au concubin ou au partenaire de pax, puisque l'enfant est issu des gamètes d'un tiers donneur. En effet, à l'égard du concubin ou du partenaire, la présomption de paternité ne peut pas s'appliquer. La reconnaissance qu'il pourrait établir sur le fondement de l'article 316 serait mensongère, et la possession d'état qui pourrait être constatée serait fragilisée et pourrait être contestée dans les conditions des articles 335 et 336 du Code civil.
Et plus concrètement, comment devra réagir le notaire face à une femme non mariée qui souhaiterait consentir seule à l'AMP alors qu'elle est en concubinage ou liée par un PACS? Devra-t-il malgré tout recevoir l'acte, informer le concubin ou le partenaire, demander son accord, recueillir finalement le consentement des deux membres du couple? Donc ce sont autant de questions que le notaire devra se poser en pratique. Concernant maintenant la procréation posthume, l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires peut amener à poser de nouveau la question du maintien de son interdiction. Et d'ailleurs, il y a eu certains amendements en ce sens lors des deux lectures précédemment faites à l'Assemblée nationale et au Sénat en faveur de l'admission de la procréation posthume, qu'il s'agisse de l'insémination artificielle ou du transfert post-mortem d'embryons. À ce sujet d'ailleurs, le Conseil d'État, dans son étude rendue en 2018, a considéré qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose à la levée par le législateur de l'interdiction de l'AMP post-mortem et propose donc de lever l'interdiction aussi bien pour le transfert d'embryons que pour l'insémination artificielle. La profession notariale a souvent été opposée, tant à l'insémination qu'au transfert d'embryons post-mortem. L'admission d'une procréation posthume aurait en effet des conséquences sur les règles relatives à la dévolution successorale du parent prédécédé. Une dérogation au principe de l'article 725 du Code civil, selon lequel pour succéder, il faut être né ou au moins conçu. Une incertitude liée à la dévolution successorale, à son calendrier, aux qualités respectives des différents successibles, à la remise en question des partages successoraux, etc. Dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale le 31 juillet 2020, le projet de loi relatif à la bioéthique maintient la condition tenant au fait d'être en vie au moment de la réalisation de l'AMP, ce qui écarte toute possibilité d'une procréation posthume. Mais le dispositif peut un jour évoluer dans le sens d'une admission conditionnée, ce qui amènerait à une refonte importante du droit de la filiation et du droit des successions, tant dans ses principes que dans ses applications pratiques. Il faut alors espérer que les pouvoirs publics prennent le temps d'apprécier les conséquences des propositions soumises, notamment dans un souci de bonne administration, une fois ces règles appliquées sur le terrain. Je vous remercie de votre attention et vous recommande la lecture des actes du colloque. Dans ma contribution écrite, je reprends chacun des arguments que je viens ici de présenter, mais de manière plus détaillée.